Bonsoir à tous. Je vais commencer par quelques précisions d'organisation, de technique. La toute première, c'est les dates du séminaire pour l'année universitaire en cours à la vitesse lente d'une séance par mois. Alors c'est toujours un lundi par mois, c'est à 20 h, ici même, sauf disposition contraire. Alors je vous donne les dates de ces lundis. 22 janvier, 26 février, 18 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin. Voilà. Alors, mon idée principale, l'idée, si l'on veut, stratégique pour cette année, c'est d'intervenir quant au statut pensable de ce qu'est aujourd'hui le monde. Comme vous le savez, c'est une idée courante aujourd'hui que le monde est un désordre, une crise, un risque, etc. On est entré dans la période, en quelque sorte, qui se présente comme préliminaire de questions véritablement dramatiques, souvent, concernant le devenir du monde aujourd'hui. Je procéderai d'abord à une sorte d'analyse générale. Et elle conduira à l'idée suivante, que je vous indique tout de suite comme perspective. On peut soutenir qu'un monde désorienté, comme est de façon relativement admise notre monde aujourd'hui, donc un monde désorienté est en réalité ce qu'on pourrait qualifier une absence de monde. Et je parlerai de ce que j'entends par absence du monde. Puis, je poserai que toute stabilisation du monde, c'est-à-dire toute figure d'un monde reconnaissable au-delà de son déchirement ou de son pathos ou de sa déliaison, que tout cela exige le partage de certaines vérités, le partage universel de certaines vérités. Autrement dit, j'introduirai l'idée que le point fixe à partir duquel l'existence du monde et son action prend sens, cette existence prend toujours la forme d'une vérité nouvelle, ancienne ou globale. Et ensuite, à partir de cet énoncé que je tenterai naturellement de justifier, je reprendrai la question du monde selon justement les différentes espèces de vérité. Ce que j'appelle dans mon sabir les procédures de vérité. J'en décide 4. C'est quelque chose qui figure là dans mes écrits systématiques. 4 que j'appelle des procédures de vérité et qui sont la science, les arts, l'amour et la politique. Le quatuor de ce qui peut
donner sens et charme à une existence. Alors, il y aura donc, avant de conclure, avant que cette année se termine, il y aura en quelque sorte 5 moments de ce séminaire. La question du monde aujourd'hui, comme point de départ, puis, dans ce monde, le réel et la fonction possible des vérités qui sont aptes à stabiliser ce monde, à revenir sur son désordre, à savoir l'état contemporain des sciences, des arts, des amours et des politiques. Voilà la figure générale, le parcours de ce que je vais faire devant vous cette année. Je peux rappeler comme matériel de départ que j'ai publié il y a quelque temps chez Gallimard une toute petite brochure qui s'appelle « La désorientation du monde » et que dans cette brochure, on trouve déjà au fond, sinon le protocole de réflexion intégrale de cette situation, du moins le diagnostic de la désorientation elle-même. Alors, de façon un peu plus radicale, si vous voulez, je voudrais partir d'une constatation que je crois à la fois simple et difficile, les deux en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, un vrai monde constitué par des femmes et des hommes sur cette planète n'existe pas. Dans un monde, il faut souligner monde et il faut souligner un. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'un monde des femmes et des hommes n'existe pas? Parce que le monde qui existe, le monde de la mondialisation, est en fait uniquement un monde des objets, des marchandises et des signes monétaires. Un monde qui est monde au sens où il est l'espace de circulation des marchandises et des flux financiers. Il est exactement, à vrai dire, le monde prévu par Marx il y a 160 ans, le monde du marché mondial. Et c'est l'adjectif mondial qui, ici, prend le sens qui lui vient du marché. Dans ce monde, en tant que monde unifié, il n'y a en réalité que des choses, les marchandises, les objets vendables, et des signes, les instruments abstraits de la vente et de l'achat, et les différentes formes de la monnaie et du crédit. Mais, à bien y réfléchir, il n'est pas vrai que dans ce monde peuvent exister librement des sujets humains. Et pour conséquent, pour commencer, si vous voulez, l'examen, on constate que, de façon particulièrement intense aujourd'hui, que les hommes et les femmes vivant ici, dans cette planète, n'ont absolument pas le droit élémentaire de circuler dans ce monde qui est le leur et de s'installer où ils veulent dans ce même monde. Dans leur écrasante majorité, les femmes et les hommes du soi-disant monde unique
qui est le monde des marchandises et de la monnaie, n'ont nullement un véritable accès à ce monde. Ils sont sévèrement enfermés à la sorte d'extérieur au monde, là où il y a pour eux très peu de marchandises et très peu de monnaie. Et enfermement est ici très concret. C'est la multiplication des barrières, des interdictions de passage, des enfermements. Partout dans le monde, on construit des murs, des polices, des frontières, et les exemples fourmillent de cela. Aujourd'hui même, la chose la plus frappante, la plus dramatique, et qui d'ailleurs fait partie de façon très intense de la désorientation du monde, c'est la question de ce qui doit séparer les Palestiniens et les Israéliens. Et je n'insisterai pas sur la terrible dramaturgie de cet épisode, qui est un épisode frontalier. Mais il y a eu avant bien d'autres choses du même ordre. Il y a eu la construction d'un gigantesque mur entre le Mexique et les États-Unis. Il y a eu le mur électrique entre l'Afrique et l'Espagne. Et en sommet, en performance là-dessus, le maire d'une ville italienne a proposé de construire un mur entre le centre de la ville et sa banlieue. Toujours des murs. En définitive, pour que dans ce monde, qui n'est pas un monde parce qu'il n'est pas le monde de tous, grosso, pour que les pauvres restent enfermés chez eux. Alors vous savez, il y a plusieurs années, le mur de Berlin est tombé. Et nous sommes ici dans la question de ce que signifient les murs. Le mur de Berlin a fonctionné comme s'il était le symbole, dans sa chute, de l'unité du monde après 50 ans de séparation. Pendant ces 50 ans de séparation, il y avait en réalité, la thèse était qu'il y avait bien deux mondes. Disons en gros le monde socialiste ou communiste et le monde capitaliste. Le monde était de façon raisonnée et prétendument acceptable l'ensemble constitué par deux mondes. On dit encore aujourd'hui le monde totalitaire et le monde démocratique. Des adjectifs qu'on pourrait examiner de près. On le fera une autre fois. Alors, la chute du mur de Berlin pouvait être interprétée comme le triomphe d'un monde unique, le monde de la démocratie, par exemple. Mais aujourd'hui, nous voyons que le mur intramondain, s'est seulement déplacé. Il était entre l'Est totalitaire et l'Ouest démocratique. Il est aujourd'hui, sous des noms divers, entre le Nord capitaliste riche et le Sud dévasté et pauvre. À l'intérieur des pays, la contradiction, la dualité opposait de façon reconnue une classe ouvrière forte et organisée et une bourgeoisie dominante qui contrôlait l'État. Aujourd'hui, cette situation est modifiée.
En fait, il y a côte à côte les riches bénéficiaires du trafic mondial et la masse énorme des exclus. Et entre les deux, toutes sortes de murs et de séparations, virtuelles, réelles, policières ou de fait. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles, ils ne sont pas soignés de la même façon, ils ne peuvent pas se déplacer par les mêmes moyens, et ils ne logent plus progressivement dans les mêmes parties de la ville. Alors je dirais que exclus est le nom de tous ceux qui en réalité ne sont pas dans le vrai monde, qui sont logés dehors, derrière le mur et les barbelés. Il y avait, jusqu'à il y a à peu près 30 ans, un mur idéologique, un rideau de fer, on l'appelait comme ça, un rideau de fer politique. Il y a maintenant un mur qui, en vérité, sépare la jouissance des riches du désir des pauvres, à échelle mondiale. Mais nous verrons ce que ça signifie au juste. Alors au fond, vous voyez, tout se passe comme si, pour qu'existe le monde unique des objets et des signes monétaires, le capitalisme mondialisé, il fallait durement séparer les corps vivants selon leur provenance et leurs ressources. Alors, je conclurai qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas un monde. Parce que le monde unifié du capital, le capital mondialisé, a pour prix, en réalité, la brutale et la violente division de l'existence humaine en deux régions séparées par des murs, des chiens policiers, des contrôles bureaucratiques, des patrouilles navales, des barbelés et des expulsions. Pourquoi est-ce que ce que nous appelons l'immigration devient, dans le monde entier, une question politique fondamentale? Ici, d'ailleurs, tout récemment, l'attention générale est regroupée autour du vote d'une voix contre l'immigration. C'est devenu le fétiche politique central. Pourquoi cela, au fond? Pourquoi cette importance extraordinaire accordée à la question de l'immigration? Eh bien, il faut le dire, c'est parce que tous ces humains vivants qui arrivent, qui tentent de vivre et de travailler dans divers pays, sont la preuve que la thèse de l'unité du monde, de l'unité démocratique du monde, est entièrement fausse. Si cette thèse était vraie, nous devrions accueillir ces étrangers comme des gens du même monde que nous. Ce serait la condition pour la reconnaissance qu'il y a en vérité un seul vrai monde. Nous devrions les aimer comme on aime un voyageur qui fait halte tout près de votre maison. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, comme vous le savez. Massivement, nous pensons, en tout cas on veut obstinément nous faire penser que ces gens viennent en réalité d'un autre monde. Voilà le problème. Ils sont la preuve vivante que notre monde démocratique et développé n'est pas le monde unique des hommes et des femmes. Il existe chez nous des hommes et des femmes qui sont considérés comme venus d'un autre monde. La monnaie est partout la même. Ah, le dollar et l'euro sont partout les mêmes.
Les dollars ou les euros que possède cet étranger venu d'un autre monde, nous les accepterons volontiers. Mais lui ou elle, dans sa personne, sa provenance, sa façon d'exister, nous dirons qu'il n'est pas de notre monde. Et nous chercherons à faire voter des lois validant le fait qu'il n'est pas de notre monde. Nous le contrôlerons. Nous lui interdirons le séjour. Nous nous demanderons avec anxiété combien il y en a chez nous. Combien de ces gens qui viennent d'un autre monde? Question horrible quand on y pense. Banale, mais horrible. Question qui prépare forcément la persécution, l'interdiction, l'expulsion en masse. Question qui nourrit la part criminelle des politiques. Alors, voici ce qu'on pourrait dire dans un registre plus théorique. Si l'unité du monde est en dernier ressort celle, sous l'appellation de capitalisme mondialisé, celle des objets et des signes monétaires, alors, pour les corps vivants pris comme tels, il n'y a pas d'unité du monde. Il n'y a pas un seul monde. Il y a des zones, des murs, des États, des pays distincts, des voyages désespérés, du mépris et des morts. C'est pourquoi la question politique centrale aujourd'hui, c'est bien celle du monde, de l'existence effective d'un monde qui serait le monde de l'humanité tout entière. Au fond, le monde unique contre le faux monde divisé du marché mondial et le faux monde morcelé des appétits purement adaptés à un pays particulier. Alors, c'est ce que désirait déjà, le problème remonte donc en effet à assez longtemps, c'est ce que désirait déjà le grand communiste Marx, auquel sur ce point nous pouvons et devons revenir. Marx et le marxisme affirmaient et doivent affirmer énergiquement que le monde, ce qu'il convient d'appeler le monde, est ce qui est commun à toute l'humanité. Il disait que l'acteur principal de l'émancipation, pour lui le prolétaire, il insistait sur ceci, que le prolétaire n'a pas de patrie. C'était sa formule. Le prolétaire n'a pas de patrie autre que le monde entier des vivants. C'était cela le sens de cette formule. Et que pour cela, pour que le prolétaire n'ait pas de patrie et soit reconnu comme n'ayant pas de patrie autre que le monde entier des vivants, il fallait en finir avec le monde du marché mondial, c'est-à-dire le monde des marchandises et de la monnaie, le monde du capital et des propriétaires. Vous voyez, pour qu'il y ait un monde commun de tous, il fallait en finir, nous dit Marx, avec la dictature financière de la propriété privée. Alors aujourd'hui, cette puissante vision de Marx, quelques-uns près de bonne volonté croient qu'on peut y arriver par un élargissement de la démocratie. Il faudrait étendre au monde la bonne forme du monde, celle qui existe dans les démocraties occidentales. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il n'y ait pas cette démocratie partout. C'est la théorie selon laquelle, dans bien des endroits,
on est totalitaire. À mon avis, cette vision est absurde. Le monde démocratique occidental a pour base matérielle absolue la propriété privée. Sa loi, rappelons les chiffres, prenons les chiffres, c'est que 1% des gens possèdent 46% des recherches mondiales et que 10% possèdent 86% des richesses mondiales et que 50%, la moitié, ne possèdent rien du tout. Comment faire un monde avec des inégalités aussi féroces? Dans la démocratie occidentale, la liberté, c'est d'abord la liberté sans limite de la propriété, de l'appropriation de tout ce qui a une valeur. Et puis après, c'est la circulation des objets et des signes monétaires à échelle du monde entier. Et la conséquence fatale de cette conception, c'est la séparation des corps vivants, des humains en général, par et pour la défense acharnée, la défense, à vrai dire, impitoyable, des privilèges de la richesse. Il est tout de même singulièrement frappant que les marchandises peuvent et doivent circuler partout dans le monde. Mais les hommes, eux, ne le peuvent pas. Ils sont sévèrement réglementés, ce que ne sont pas, évidemment, les marchandises, sauf dans les querelles de priorité du commerce. Par ailleurs, je crois que tout le monde peut connaître la forme concrète de cet élargissement supposé de la démocratie. C'est en réalité la guerre. La guerre en Ukraine, la guerre en Yougoslavie, la guerre en Irak, en Afghanistan, en Somalie, en Libye, etc. Les dizaines d'interventions militaires de la France elle-même en Afrique. Tout cela, en réalité, pour maintenir la fragmentation du monde contre sa pseudo-libération universelle. Que pour soi-disant organiser des élections libres dans un pays, il faille faire de longues guerres, doit nous amener à réfléchir non seulement sur la guerre, mais après tout sur les élections. À quelle conception du monde est liée aujourd'hui la démocratie électorale? Il faut se poser cette question. Il ne faut pas se laisser imposer l'idée que là est la liberté constituante des États nationaux. Après tout, cette démocratie, comme on sait, elle impose la loi du nombre. Tout comme le monde unifié par la marchandise impose la loi monétaire en nombre. Il se pourrait bien qu'imposé par la guerre, sous couvert de démocratie, le nombre électoral, comme on l'a fait à Bagdad, à Tripoli, à Belgrade, à Bamako ou à Kaboul, nous ramène à notre problème, purement et simplement. Si le monde est celui des objets et des signes, c'est un monde où tout est compté. Alors, dit-on, en démocratie, on doit compter les voix. Et ceux qui ne comptent pas, ou sont mal comptés, on leur imposera par la guerre les lois comptables. Ajoutons en plus que le monde dominant, qui est le nôtre, n'accepte en réalité que le compte des voix qui lui est favorable.
Il y a eu sur ce point des expériences significatives dans le passé, y compris européen. Par exemple, dans un référendum en Grèce, donc ça près de chez nous, une écrasante majorité a approuvé le refus des gens d'être sous la loi des créanciers. Le refus des gens d'avoir à payer une gigantesque dette, une dette d'origine spéculative, dans laquelle ils n'étaient pour rien. Eh bien, la réaction de ceux qui nous gouvernent, des maîtres de l'Europe, de ceux qui sont obsédés, disent-ils, par la démocratie, n'a été, dans ce cas, pas du tout de s'incliner devant la majorité, pas du tout. Ils ont refusé tout à coup cette majorité, ils ont parlé de coups de force et de chantage, et ils ont voulu punir le peuple grec en le chassant de l'Europe. Alors tout cela prouve, je pense, prouve sérieusement, prouve bien que le monde ainsi conçu, ainsi historiquement construit, n'existe pas en tant qu'un monde, ou n'existe artificiellement que par la maintenance d'une violence. Et en tout cas qu'aux yeux de nos maîtres, il y a de bons peuples bien sages qui ont droit à un monde prospère et protégé. Et puis il y a de mauvais peuples, à vrai dire aujourd'hui les plus nombreux, qui appartiennent à un autre monde, misérable, sans sécurité, un monde dans lequel, dans l'exemple que je prenais, on a voulu par exemple exiler le peuple grec, mauvais élève de la classe européenne, et contre lequel on fait des lois anti-immigration. C'est toujours ce qui vient en appui à cette vision du monde. La vision du monde, c'est le vote d'une loi contre son unité, contre la venue, où qu'il le veuille, de celui qui habite ce monde. Alors je crois, voyez-vous, qu'il faut renverser le problème qui m'occupe ici, qui est le problème du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un monde? Le monde. Il faut affirmer dès le début, comme un axiome, comme un principe, l'existence du monde. Il faut dire cette phrase très simple: il y a un monde, des femmes et des hommes vivants. Il y a un monde des hommes et des femmes vivants. Ce n'est pas une conclusion objective. Nous savons que sous la loi monétaire, il n'y a pas un monde unique des hommes et des femmes. Il y a le mur qui sépare les riches et les pauvres. Par contre, cette phrase, il y a un monde, nous devons comprendre que c'est une phrase performative et non pas, et par conséquent, une phrase choisie. Ça n'est pas une évidence objective triviale. Nous décidons là, dès le début de notre perception grossière de la question « qu'est-ce qu'un monde ?», nous décidons qu'il en est ainsi pour nous. Il y a un monde de façon performative. Nous devons être fidèles à cette phrase dans l'ensemble de nos décisions. Cette phrase d'apparence très simple, il y a un monde. Il faut en tirer les conséquences dures, complexes, difficiles de cette phrase très simple. Exactement comme Marx, quand il crée la première organisation internationale des ouvriers, l'Organisation internationale des ouvriers, tire les conséquences difficiles
de son affirmation en disant « les prolétaires n'ont pas de patrie ». La patrie, là, c'est la segmentation de l'unité du monde. Les prolétaires sont de tous les pays. Les prolétaires sont internationaux. On devrait se souvenir de ces maximes lorsque notre Assemblée nationale trébuche ridiculement sur des lois concernant l'immigration. Mais laissons ça pour le moment de côté. Alors une première conséquence très simple, en tout cas, sans examiner la question dans son détail français, première conséquence très simple de l'énoncé les prolétaires n'ont pas de patrie, c'est-à-dire que les prolétaires sont de ce monde sans être de patrie divisée de ce monde. Première conséquence concerne précisément les gens d'origine étrangère. Alors s'il y a un seul homme et un seul monde, des femmes et des hommes vivants, eh bien, ceux qu'on appelle les immigrants sont du même monde que nous. Il faut assumer qu'ils sont du même monde que nous, ce que la barrière, la douane, la police s'efforcent de masquer et de défaire. Les immigrés sont du même monde que nous, si toutefois on accepte qu'il y a un monde. Cet ouvrier africain noir que je vois dans la cuisine du restaurant, ou ce Marocain que je vois creuser un trou dans la rue, ou cette femme voilée qui garde des enfants dans un jardin, tout cela, on doit affirmer qu'ils sont du même monde que moi et que donc leur présence ici ne pose radicalement aucun problème. Aucun problème. Le aucun est capital. Parce que c'est là, et nulle part ailleurs, que nous renversons l'idée dominante de l'unité du monde par les objets, les signes et les élections télécommandées. Idée qui conduit à la persécution et à la guerre. L'unité du monde est celle des corps vivants et actifs, ici, maintenant. Et je dois soutenir absolument les preuves de cette unité. Ces gens qui sont ici, différents de moi, par la langue, le costume, la religion, la nourriture, l'éducation, ils existent dans le même monde. Ils existent comme moi, tout simplement. Puisqu'ils existent comme moi, je peux discuter avec eux. Et alors, comme avec tout le monde, il peut y avoir sur des points des accords et des désaccords. Mais sous la condition absolue de ce qu'ils existent exactement comme moi, que la discussion se fait sous le signe de cette égalité fondamentale, parce que mon interlocuteur est dans le même monde. Alors c'est ici qu'intervient l'objection, qu'intervient pratiquement dans la spéculation générale de la question, qu'intervient la question de la différence des cultures. Comment cela? Dit le bon français de souche, M. Zemmour, par exemple. Comment? Ils sont du même monde que moi. Le partisan d'une politique des identités va dire « Non, non, notre monde n'est pas celui de n'importe qui. Notre monde est l'ensemble de tous ceux pour qui nos valeurs valent réellement. Par exemple, ceux qui sont démocrates, ceux qui respectent les femmes, ceux qui soutiennent les droits de l'homme, ceux qui parlent français, ceux qui font ceci ou cela, ceux qui mangent la même viande, et ajoutons ceux qui paient leurs dettes. Pour cela, il y a un même monde. Mais ceux qui ont une culture différente, ceux-là ne sont pas vraiment de notre monde. Ils ne sont pas démocrates, ils oppriment les femmes, ils ont des coutumes barbares,
ou encore ils ont tout dépensé sans compter. Ils sont trop pauvres pour payer leur loyer et rembourser ce qu'ils doivent. Alors, comment quelqu'un qui ne boit pas la même chose que moi et ne mange pas la même viande et ne paie pas son loyer à temps et a une autre idée du mariage et parle des langues bizarres ou croit à un Dieu que je ne connais pas, comment pourrait-il être du même monde que moi? S'ils veulent entrer dans notre monde, il faut qu'ils apprennent nos valeurs. Il faut qu'ils partagent nos valeurs. On leur fera passer un examen de valeurs, avec des épreuves de vêtements, de coiffure, de langue, de laïcité et de paiement des dettes. Le mot qui, pour dire tout ça, c'est le mot intégration. Il faut que celui qui vient d'ailleurs s'intègre à notre monde. Pour que le monde de l'ouvrier qui vient d'Afrique et de nous autres, les maîtres de ce monde, soit le même, il faut qu'il devienne, lui, l'ouvrier africain, le même que nous. Il faut qu'il aime et pratique les mêmes valeurs. Un président de la République française, que j'ai particulièrement écharpé, à vrai dire, Nicolas Sarkozy, a dit, je le cite, ce grand homme, « Si des étrangers veulent rester en France, qu'ils aiment la France, sinon qu'ils s'en aillent. » Et franchement, je me suis dit alors, je devrais partir, parce que je n'aime absolument pas la France de Nicolas Sarkozy. Je ne partage pas du tout ces valeurs d'intégration. Je ne suis pas intégré à l'intégration. En réalité, si vous posez des questions pour que l'ouvrier africain soit du même monde que vous, vous avez déjà ruiné et abandonné le principe « il y a un seul monde, des femmes et des hommes vivants ». Vous me direz, il y a quand même les lois d'un pays. Bien sûr, mais une loi est absolument autre chose qu'une condition. Une loi, par définition, vaut égalitairement pour tous. Une loi n'est pas en état de fixer une condition pour appartenir au monde. Elle est simplement une règle provisoire qui existe dans une région du monde. Et on ne demande pas d'aimer une loi, seulement de lui obéir. Le monde unique des femmes et des hommes vivants peut bien avoir des lois, mais il ne peut pas avoir des conditions d'entrée ou d'existence en son sein. Il ne peut pas exiger que pour y vivre, il faille être comme tous les autres, encore moins comme une minorité de ces autres. Par exemple, être comme le petit bourgeois blanc civilisé. S'il y a réellement un seul monde, tous ceux qui y vivent existent comme moi, mais, bien évidemment, ils ne sont pas comme moi, ils sont différents. Ils existent en tant que différents, justement, dans le même monde. Le monde unique est précisément le lieu où existe l'infinité des différences. On pourrait même dire que c'est sa définition. Le monde est le même, et on peut dire qu'il est le même parce que les vivants de ce monde, eux, portent la différence. Et ce n'est pas le monde qui la porte, c'est ceux qui l'habitent. Alors si on demande au contraire à ceux qui vivent dans le monde d'être les mêmes, alors c'est le monde qui se ferme. Et il devient, lui, en tant que monde, différent d'un autre monde. Ce qui prépare inévitablement les séparations, les murs, les contrôles, les mépris, les morts, le fascisme et la guerre. On demandera alors une question qui est simple. Ces infinies différences, est-ce que rien ne les règle? N'y a-t-il aucune identité qui entre en dialectique avec ces différences? Le français n'est-il pas suffisamment différent pour qu'on ait clair que sa façon de vivre est différente de celle d'un autre
et que par conséquent son monde n'est pas exactement le même. Il y a un seul monde, très bien, mais est-ce que cela veut dire qu'être français, ou être un Marocain qui vit en France, ou être breton, ou être musulman dans un pays de tradition chrétienne, est-ce que tout cela ne veut rien dire devant l'immense unité du monde des vivants que vous soutenez? C'est une bonne question. Bien sûr, l'infinité des différences est aussi l'infinité des identités. Examinons un peu comment les identités distinctes peuvent se maintenir, même quand on affirme l'existence d'un seul monde pour tous les vivants humains. Et d'abord, ça c'est une question qu'il faut toujours mettre en avant, qu'est-ce qu'une identité? La définition la plus simple est une identité est l'ensemble des traits, des propriétés, par le moyen desquels un individu ou un groupe se reconnaît comme étant lui-même. Mais qu'est-ce que lui-même? C'est ce qui, à travers toutes les propriétés caractéristiques de l'identité, demeure invariant. On peut donc dire ceci, une identité est l'ensemble des propriétés qui soutiennent une invariance. Je le redis cela. Une identité, c'est l'ensemble des propriétés qui soutiennent une invariance. Par exemple, l'identité homosexuelle est faite de tout ce qui se rattache à l'invariance de l'objet possible du désir. L'identité d'un artiste est ce à quoi on reconnaît l'invariance de son style. L'identité d'une communauté étrangère dans un pays est ce qui fait qu'on reconnaît son appartenance. La langue, les gestes, le costume, les habitudes alimentaires. Et vous voyez, ainsi définie par invariant, l'identité est doublement référée à la différence. Ce point est crucial quant à l'existence de problème. Si on définit l'identité par invariant, par l'invariance, elle est doublement référée à la différence. L'identité est ce qui est différent du reste, je l'appellerai l'identité statique. L'identité est ce qui ne devient pas différent, l'identité dynamique. Donc l'identité, tout ce qui est différent du reste, et l'identité, ce qui n'est pas en état de devenir le reste. Et à l'arrière-plan, nous avons donc la grande dialectique philosophique du même et de l'autre. Alors, sous l'hypothèse que nous vivons dans le même monde, on peut et on doit affirmer le droit d'être le même et de maintenir et de développer son identité. Si l'ouvrier venu du Mali existe comme moi, il peut très bien affirmer qu'il a le droit, tout comme moi, de conserver et organiser les propriétés invariantes qui sont les siennes. La religion, la langue maternelle, la façon de jouer ou d'habiter, etc., etc. Il affirme son identité en refusant qu'on lui impose une intégration. C'est cela la maxime différentielle cruciale. Soit la pure et simple dissolution de son identité au profit d'une autre identité. Parce que cette autre identité, s'il pense comme je pense qu'il habite dans le même monde que moi, il n'a aucune raison a priori de la croire meilleure que la sienne. Ce qui, finalement, nous amène à examiner l'affirmation identitaire. Affirmation identitaire qu'on est en droit de soupçonner d'emblée, car comme vous le savez, elle est à l'origine de la totalité des politiques fascistes. La politique fasciste se veut se définir comme une politique radicale de l'identité. Au fond,
cette autre identité, il peut pense qu'il habite dans le, s'il pense qu'il habite dans le même monde que moi, il n'a aucune raison a priori de la croire meilleure, son existence. Ceci dit, et ça doit être regardé et traité de près, cette affirmation identitaire à l'intérieur de l'hypothèse qu'il y a un seul monde. Elle a deux aspects bien différents, en réalité, dans la dialectique du même et de l'autre. Le premier aspect est le désir que mon devenir reste intérieur au même. Un peu comme quand Nietzsche énonce sa fameuse maxime « Deviens qui tu es ». Deviens qui tu es. Il s'agit du développement immanent de l'identité dans une nouvelle situation. Autrement dit, on peut soutenir, et c'est ce qu'on voit en réalité, on peut soutenir que l'ouvrier malien qui est ici ne va en effet rien abandonner de ce qui fait son identité individuelle, familiale ou collective, telle qu'elle provient du Mali, qu'elle provient du pays. Mais il va peu à peu approprier tout cela de façon créatrice au lieu où il se trouve dans le monde. Il va ainsi inventer ce qu'il est, un ouvrier malien, mais un ouvrier malien à Montreuil. Chose nouvelle, interne à la nouvelle figure du monde qui est la sienne. Il va se créer lui-même comme mouvement subjectif, depuis le paysan malien jusqu'à l'ouvrier installé à Montreuil. Je dirais qu'il le fait sans cassure intime, mais par une dilatation de l'identité. L'autre façon d'affirmer l'identité, qui est la plus régressive, elle est négative. Elle consiste à défendre avec acharnement que je ne suis pas l'autre. Et c'est souvent indispensable. Par exemple, quand nos gouvernements, tous réactionnaires et complices de l'extrême droite sur ce point, exigent une intégration autoritaire et persécutoire. L'ouvrier malien va affirmer avec force que ses traditions et ses usages ne sont pas celles du petit bourgeois européen. Il va même renforcer les traits identitaires religieux ou coutumiers. Il va s'opposer au monde occidental dont il n'accepte pas la supériorité. Et comment le lui reprocher si on pense justement que l'idée de la supériorité d'un monde est absurde, puisqu'il y a un seul monde. Vous ne pouvez pas arguer du monde en termes de supériorité. Alors finalement, au terme de ces visions dialectiques, je dirais, et c'est le point pratique clé, il y a dans l'identité un double usage de la différence. On ne peut pas opposer l'identité à l'unité du monde si on ne la divise pas selon sa propre puissance. Il y a deux usages de l'identité. Un usage affirmatif. Le même se maintient. Le même identitaire se maintient dans sa propre puissance différenciante. Dans ce cas, c'est une création. Le même va se maintenir dans un autre monde, selon sa propre puissance différenciante, et il devra pour ce faire créer les moyens d'y aboutir. Mais il y a aussi un usage négatif
le même se défend contre sa corruption par l'autre. Il veut préserver sa pureté. Et c'est cette fois non une création, mais une purification identitaire. Entre parenthèses, on peut appeler fascisme toute politique qui soutient la préservation de la pureté contre toute puissance différenciante. Ceci nous amène à l'idée suivante qui est cardinale. Toute identité est le jeu dialectique d'un mouvement de création et d'un mouvement de purification. C'est un combat immanent entre la maintenance du même dans la création d'une nouveauté du même ou la défensive qui consiste à défendre l'identité comme telle, sans aucune forme d'appropriation à l'unité du monde, justement. Alors on voit alors assez bien le rapport entre les identités et le grand principe. Il n'y a qu'un seul monde, le grand principe libérateur. La formule est très importante. L'idée générale est simple. Sous le principe de l'unité du monde des vivants, si on assume vraiment ce principe de l'unité du monde des vivants, alors les identités qui existent feront prévaloir la création sur la purification. Elles feront prévaloir la création identitaire de leur appartenance au monde commun par une invention. Et ils feront prévaloir cette invention contre la pure défensive purifiante d'une supposée identité inébranlable. Alors, ça permet de poser la question, pourquoi la politique des murs, des persécutions, des contrôles, des expulsions et des lois est-elle un désastre? Pourquoi crée-t-elle une très dangereuse opinion raciste? Parce qu'elle crée en fait deux mondes, ce qui vient à nier l'existence même de l'humanité et à préparer des guerres infinies. Et en plus, elle pourrit la situation à l'intérieur même de nos sociétés. Parce que les Marocains, les Maliens, les Roumains et tous les autres, ils viendront quand même finalement en grand nombre, parce qu'on en a besoin. Cependant, la persécution va renforcer chez eux non pas le processus de création, mais le processus défensif de purification. En face de nos gouvernements européens qui veulent l'intégration immédiate par les moyens de l'expulsion et de la persécution, nous aurons de jeunes islamistes prêts à l'assassinat et au suicide pour la pureté de la foi. Et cela transformera peu à peu nos sociétés en sociétés policières et répressives, comme c'est déjà ce qui commence. Cela préparera le fascisme, dont la définition la plus simple est que c'est une politique capitaliste policièrement asservie à un grossier fantasme national. C'est pourquoi il faut à tout prix soutenir tout ce qui fait que l'identité créatrice l'emporte sur l'identité purificatrice, si même nous savons que la seconde ne peut jamais complètement disparaître. Et pour cela, l'unique méthode est d'affirmer d'abord qu'il y a un seul monde et que les conséquences internes de cet axiome sont forcément des actions politiques qui ouvrent
à l'aspect créateur des identités. De sorte que je peux très précisément discuter avec un ouvrier marocain ou une mère de famille venue du Mali de ce que nous pouvons faire ensemble pour affirmer que nous existons, les uns et les autres, dans le même monde, quoique sous des identités partiellement distinctes, ce qui résout le prétendu problème subjectif de l'immigration. Il faut organiser partout l'existence politique d'un monde unique. Nous allons nous rencontrer, nous pourrons discuter des différentes façons d'être dans le même monde. Mais d'abord, avant tout, il faut demander ensemble, en tant que citoyens du même monde, l'abolition des lois de persécution, des lois qui font les murs, les rafles et les expulsions. Des lois qui livrent les étrangers à la police. Nous allons affirmer avec force, comme dans un combat, que la présence en France de millions de gens de provenance étrangère n'est en rien une question d'identité et d'intégration. Il s'agit là de prolétaires qui, en fin de compte, nous enseignent par leur vie active et nomade qu'en politique réelle, on doit se référer, c'est l'axiome initial de tout mon exposé, on doit se référer à l'unique monde des humains vivants et non au fond monde des dispositions et nations séparées. Il suffit de voir tout ça, au fond, avec l'idée simple qu'ils sont là et qu'ils existent comme nous. Il suffit de constater leur existence et d'exiger qu'on la régularise, qu'on la considère comme une vie normale, comme une vie qu'on laisse exister comme tout autre. Il suffit, au fond, de faire tout ce qu'on fait très naturellement pour des amis. Dans ce trajet collectif, nous échangerons nos identités, sans avoir à renoncer à quoi que ce soit, ni à intégrer quiconque à quoi que ce soit. Les étrangers nous enseigneront comment, depuis leur long voyage, ils voient la très mauvaise politique de notre pays et comment ils participeront à son changement. Et nous enseignerons aux étrangers comment nous essayons depuis longtemps de la changer, cette politique, et comment nous voyons leur place essentielle dans l'avenir de ce combat. Il en sortira des idées imprévisiblement nouvelles et aussi des formes d'organisation où la différence entre étrangers et nationaux sera entièrement subordonnée à notre conviction commune. Il n'y a qu'un seul monde où nous existons en égalité les uns aux autres, et dans ce monde, nos identités peuvent s'échanger amicalement, pourvu que nous partagions des actions politique. Nous pouvons alors récapituler en 4 points notre trajet de pensée. 1. Le monde du capitalisme déchaîné et des démocraties riches est un faux monde. Ne reconnaissant l'unité que des produits et des signes monétaires, il rejette la majorité de l'humanité dans un autre monde dévalué dont il se sépare par des murailles et par la guerre. En ce sens, aujourd'hui, il n'y a pas de monde, il n'y a que des murs, des noyades, des haines, des guerres, des zones de pillage, des zones abandonnées, des zones qui se protègent de tout, des zones de totale misère, et sur ce chaos prospèrent des idéologies criminelles. Deuxième point. Donc, affirmer « il y a un seul monde » est un principe d'action, un impératif politique. Ce principe est aussi celui de l'égalité des existences en tout lieu de ce monde unique. Troisièmement, le principe de l'existence d'un seul monde ne contredit pas le jeu infini des identités et des différences. Il entraîne simplement, et cela est très important, que les identités subordonnent leur dimension négative.
l'opposition aux autres, à leur dimension affirmative, le développement du même, ou encore, dans le langage que je vous ai proposé, que la création l'emporte toujours sur la purification. Quatrièmement, en ce qui concerne l'existence dans nos pays de millions d'étrangers, il y a 3 objectifs. 1. S'opposer à l'intégration persécutoire. Deuxièmement, limiter la purification réactive. Troisièmement, développer l'identité créatrice. L'articulation de ces 3 objectifs définit peut-être ce qu'il y a de plus important aujourd'hui en politique. Alors sur ce lien intime entre la politique et la question des étrangers, sur lequel je viens de fixer un panorama général, il y a un texte étonnant de Platon sur lequel, en tant que philosophe, j'aimerais conclure. On le trouve à la fin du livre 9 de la République. Comme quoi le problème n'est pas d'aujourd'hui. Dans cette République de Platon, les jeunes interlocuteurs de Socrate lui disent « Ce que tu nous as raconté là sur la politique, c'est très bien, mais c'est impossible. On ne peut pas le réaliser. » Point de vue très commun concernant la politique de Platon. Et Socrate répond « Oui, dans la cité où l'on est né, c'est peut-être impossible, mais ce sera peut-être possible dans une cité étrangère. Comme si toute politique vraie supposait une capacité d'expatriation, d'exil, d'étrangeté. Et non pas du tout de stagnation dans la figure identitaire, notamment sous sa forme nationale. Au fond, ce que Platon nous dit ici, c'est que toute politique vraie suppose une certaine dose d'expatriation, d'exil, d'étrangeté. Parce que cette dose d'expatriation, d'exil et d'étrangeté nous confirme dans la conviction qu'il y a un seul monde, puisque nous avons pu rester le sujet que nous sommes dans la traversée et la maintenance de l'ailleurs. Souvenons-nous de ce plateau quand nous allons amicalement faire de la politique avec des étudiants étrangers, des ouvriers étrangers, des jeunes des banlieues, quand nous visons, comme le fait ici même, dans cet établissement, l'école des actes, à ce que ce soit la création en commun qui l'emporte sur l'isolement national. Toute politique vraie suppose, oui, une dose d'exil, d'étrangeté. Socrate a raison. Le fait qu'ils soient étrangers ou que leur culture soit différente n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une chance. C'est la possibilité de la création ici même, du rappel qu'il y a un seul monde, et donc des formes neuves de l'internationalisme. Et souvenons-nous, une fois encore, que Marx disait ceci: la caractéristique la plus fondamentale de la vraie politique, qu'il appelait le communisme, c'est qu'elle est internationaliste. Parce que la réalisation d'une politique vraie, en un lieu de ce monde unique que nous proclamons, a absolument besoin, pour sa possibilité même, de ceux qui viennent d'un autre endroit de ce même monde. Un Premier ministre socialiste français a dit au début des années 80 «
les immigrés sont un problème. Nous devons renverser ce jugement au terme de son analyse complète et dire, comme Platon, ceux qui viennent d'ailleurs dans le même monde sont une chance. La masse des ouvriers venus d'ailleurs et de leurs enfants témoigne dans notre vieux pays fatigué de la jeunesse du monde, de son étendue, de son infinie variété. C'est avec eux que s'invente la politique à venir. Sans eux, nous sombrerons dans la consommation nihiliste et l'ordre policier. Sans eux, nous sombrerons dans la domination des petits réactionnaires et de leur vrai maître, l'oligarchie planétaire, pour laquelle le monde n'est que le calcul de ses intérêts et la préservation de son pouvoir. Que les étrangers nous apprennent au moins à devenir étrangers à nous-mêmes, à nous projeter hors de nous-mêmes, assez pour ne plus être captifs de cette longue histoire occidentale et blanche qui s'achève et nous n'avons plus rien à attendre que la stérilité et la guerre. Contre cette attente catastrophique, séculitaire et nihiliste, saluons la vraie politique, celle du monde unique, celle du monde commun. Après tout, ce qui a pour visée stratégique l'appartenance de tous, égalitairement, au monde commun, c'est appelé le communisme, parce que c'était du monde commun qu'il s'agit. C'est l'origine directe de ce mot. Et c'est lui qui, aujourd'hui, ce communisme, s'est si fort retiré, pour des raisons historiques que je ne traiterai pas ici, qu'il n'y a plus en apparence, et c'est ça la désorientation, qu'il n'y a plus en apparence que des identités adverses et des désorientations catastrophiques. Que le monde devienne réellement commun exige qu'en lui, la politique soit commune. La tâche est claire, si même très difficile. Réinventer en ce sens le communisme, après l'échec de sa première version, en fait, celle du parti-État, et en tout cas nous souvenir de la fin du grand chant prolétarien classique, levons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Merci. Bon, la règle sera, comme je veux la redire ici, nous avons vu qu'il était complexe et difficile d'ouvrir vraiment des discussions après l'intervention. Si vous avez des points que vous souhaitez discuter, il faut que vous trouviez à joindre Isabelle Vaudoz, qui vous donnera tous les moyens d'organiser des discussions en dehors. Je voudrais conclure par tout de même un très léger temps de propagande commerciale. Je viens de publier 2 livres, n'est-ce pas? Les voilà. Alors, je voulais simplement en dire un mot. Le premier, c'est le livre qui s'appelle Le Noir, qui est en fait la réédition
ancien livre qui s'appelle, dans son titre complet, Le noir, éclat d'une non-couleur. Et ce livre est donc réédité et vous le trouverez sans doute plus facilement que dans sa formule d'il y a des années. Et alors, ce livre se termine, c'est pour ça que je vous cite ce point, sous quelque chose qui a à voir avec l'énoncé d'aujourd'hui, par une conclusion sur les couleurs. Les noirs, les jaunes, les rouges et plus encore les blancs ne furent que de fallacieux appuis objectifs à des classifications oppressives, à des calculs symboliques douteux, à des jugements dépréciatifs ou à des autosatisfactions misérables. On se gardera donc de toute symbolisation, de toute appréciation collective, de toute tentative politique, de tout jugement général qui prétendrait inclure une couleur, quelle qu'elle soit, dans son appareillage. Dans l'ordre universel auquel l'humanité aspire et qui admet qu'il existe un seul monde, ni le blanc ni le noir n'ont le moindre droit d'exister dans une supériorité apparente ou dans une représentation singulière de l'humanité. L'humanité, comme telle, est incolore. C'est la dernière phrase de ce livre. L'autre livre s'appelle Éloge de la philosophie. Il est plus technique, il est plus ramassé, il est sans doute plus lié à la philosophie technique, mais c'est un livre véritablement qui me semble être, sous une forme théâtrale d'ailleurs, une légitime introduction à la philosophie. C'est à ça qu'il vise. Il vise à faire de la philosophie le thème d'une fable d'un professeur qui exerce dans un moulin quelque part et des avatars de cette cour. Et à la fin, il y a en particulier toute une gamme d'exercices. Des exercices, il y a 18 exercices pour la philosophie, l'apprentissage de la philosophie contemporaine. Et en vérité, vous y trouverez des versions, des passages qui recouperont toute une partie des choses qui ont été dites aujourd'hui. Donc je cherchais à vous citer quelque chose qui montrerait cette proximité, mais je vais simplement vous donner alors un exercice dont l'énoncé est très simple. Je cherche un énoncé simple et difficile. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est 18 exercices de philosophie contemporaine. Ça veut dire, comme je voulais le faire autrement, bon.
enfin, je vais vous en donner un. Alors voilà. Après avoir lu les énoncés des 17 exercices proposés à la fin du livre, car il y a 17 exercices, il y a 18 exercices en tout, il y a 17 exercices, ce serait très long de vous les lire, mais alors je vous proposerai de faire et de me remettre l'exercice 18, à savoir rédiger dans le même style d'autres exercices, c'est-à-dire proposer d'autres exercices dont vos lectures, vos travaux, votre écoute de cours, vos problèmes personnels, vos discussions diverses et autres expériences de la vie et de la pensée vous aurez suggéré l'énoncé. Alors si vous trouvez à rédiger ainsi un exercice, on pourra dire que vous appartenez à l'un seul monde. Voilà. Merci de nouveau. Oh, vous voulez que je signe? Oui. Comment vous vous appelez? Rue. Rue Zango. Rue. Donnez-moi dites-moi les lettres. Lettre De votre nom. Ah oui, rue Zango. Montrez-le-moi parce que je veux pas déformer votre nom. Oui, c'est comme ça. C'est ça votre nom? Oui, rue Zango. Voilà, d'accord. Parce que c'est un peu difficile à trouver le voie de la vérité dans ce monde. Ah ben je comprends bien ça, oui. Et comme étudiant étranger, Zen. en effet, il y a beaucoup de, comment dire, je me sentis une mûre dans l'apprentissage. Je suis une étudiante en sociologie